On a accompagné plus de 3000 coachs et thérapeutes à développer leur activité et les premiers paliers, pour beaucoup, ils sont simples. On peut les trouver d'ailleurs sur YouTube. Bien sûr, être accompagné, ça va plus vite, mais c'est pas là que ça pêche. Là où ça devient le plus compliqué, c'est après. Comment est-ce qu'on se structure dans son activité d'accompagnement pour réussir sa phase de scaling, de croissance? Comment est-ce qu'on va beaucoup plus loin? Au lieu de faire une vidéo où pendant 30 minutes, je vous raconte ce que je vous raconte toute l'année, j'ai demandé à toute mon équipe de venir vous voir et de tout vous expliquer. On va voir par exemple comment créer un message marketing assez puissant pour être diffusé à beaucoup de gens, comment est-ce qu'on transpose ça en publicité, comment est-ce qu'on le développe en organique et comment est-ce qu'on structure une équipe de vente. Tous ces secrets, on vous les donne dans cette vidéo. Allez, je leur laisse la parole. La première étape pour scaler le business d'accompagnement, ça va être de revoir tout le message. Simon, est-ce que tu peux déjà nous expliquer pourquoi c'est important de revoir tout son message quand on veut passer à l'échelle et dépasser les 10 000 € par mois de chiffre d'affaires pour aller plus sur les 100 000? Ouais, carrément. Déjà, ce qui est primordial, c'est d'avoir la connaissance de sa cible. Mais une connaissance de cible qui te permet d'avoir 2, 5 à 8 cas va pas te permettre d'avoir 10, 15, 20, 50, 100 cas par mois. Là, il faut aller dans quelque chose de plus granulaire, dans quelque chose d'un peu plus précis. Et c'est ça cette importance de message, parce que ce message, c'est ce qui va être en filigrane derrière tous tes contenus, derrière tout ce que tu dis à ta cible, derrière toutes tes vidéos, derrière chaque chose en gros qui vont te permettre de scaler. Pourquoi ça marche à petite échelle et pas à grande échelle? Est-ce que tu aurais des exemples juste qu'on comprenne? C'est important dans la mesure où, à un moment donné, il y aura aussi des enjeux de ce qu'on appelle de branding, d'image de marque, ce que les gens vont penser de toi même quand tu sors de la pièce. Et la clarté que tu peux avoir par rapport à ta cible, c'est pas exactement la même que ce que ta cible pense de toi. Et c'est là l'importance du message, c'est vraiment, en gros, comment on t'assimile. Je vais prendre 2 exemples. Ok. Tu prends McDo, tu prends Burger King, c'est 2 entreprises qui font quasiment la même chose. Ouais. Et pourtant, intimement, on sait très bien, enfin, en tout cas, moi, McDo, je le vois plus comme l'adulte responsable qui est sage et propre sur lui. Burger King, même si c'est le même produit, on le voit plus comme l'oncle en bout de table qui fait des blagues graveleuses ou l'ado un peu rebelle. Et ça, c'est des choses qu'ils n'ont jamais vraiment dit. Ok. Mais ça fait partie du message. Ok. Comment concrètement ça se met en place pour un business d'accompagnement? Est-ce que tu peux nous donner peut-être un exemple de si jamais c'est négligé, qu'est-ce que ça peut impliquer, à quoi ça ressemble? Ouais. Alors, à quoi ça ressemble quelqu'un qui n'a pas un bon message? Déjà, il est beaucoup plus flou dans la masse de ses concurrents. Est-ce que tu aurais un exemple de mauvais message aussi qu'on comprenne? Ouais. Dans le monde de la reconversion, un mauvais message, ça pourrait être « suis ta passion ». Parce que même si c'est trop générique, en fait, par rapport à tout ce qu'on peut voir sur le marché. Dès l'instant où quelqu'un ne va pas bien dans son boulot, on va lui dire « Ah bah, quitte ton boulot et suis ta passion ». Ok. Ça va être exactement la même chose sur chaque compte LinkedIn, chaque compte Instagram qui vont vouloir faire de la reconversion. Un bon message pourrait justement être l'inverse. Quelqu'un qui arrive et qui dit « Bah non, ne suis pas ta passion », là il se différencie. Il est dans ce que Seth Godin appelle une vache pourpre. Ok, donc tu te distingues de ce que disent les autres. En Ouais, gros. c'est ça. C'est quoi une bonne promesse du coup pour pouvoir après derrière dérouler du marketing, des ads, et tout un funnel comme on va voir après? Ouais. À quoi ça peut ressembler une bonne promesse? Qu'est-ce qu'il faut pas mettre dedans? Qu'est-ce qu'il faut mettre? Chez nous, on a vraiment un framework de promesses qu'on donne à nos clients. Mais grosso modo, une bonne promesse, c'est avant tout quand tu sais à quoi ça ressemble concrètement. Ok. Si, par exemple, on va reprendre le cas de la reconversion, si c'est simplement, bah voilà, en gros, si c'est 3 mois pour suivre sa passion, Ça veut rien dire. ça veut absolument rien dire. Parce que Ouais. à partir de quand une passion est une passion, qui a une passion, qui n'en a pas, etc., etc. À l'inverse, quelque chose comme 3 mois pour découvrir ton expertise naturelle et la transformer en un projet rentable qui te permet de gagner au moins l'équivalent de ton salaire,
c'est plus long, Mhm. mais la personne qui lit ça sait exactement ce qu'on va faire et les résultats qu'elle va pouvoir avoir. C'est pas interprétable. Non, c'est à un moment, une bonne promesse, il faut imaginer qu'il y ait un juge qui soit capable de dire oui ou non. Mhm. Ou, autre exemple plus trivial, il fait chaud. Finalement, enfin, même si on peut le savoir, s'il fait 30 degrés, on est tous d'accord pour ça, mais genre s'il fait 15 degrés, Mhm. bah, il y en a pour qui ce sera il fait chaud. Si pour un sudiste, non. Ouais. Ouais. En fait, là, c'est un truc qu'on revoit beaucoup, même en création de contenu, c'est la notion de déconceptualiser ce qui est dit. Ouais. Il fait chaud, c'est un concept. Le problème des concepts, c'est que chaque personne a une définition différente. Mhm. Si tu dis il fait chaud à un Inuit, Ouais. pour lui, ça veut peut-être dire qu'il fait 8 degrés, quoi. Carrément. Alors que pour quelqu'un d'autre, chaud, c'est 35, quoi. Mhm. Donc déconceptualiser, c'est vraiment mettre un truc concret qui n'est pas interprétable, comme tu disais dans Ouais. le cas de la promesse. Donc, promesse, déconceptualiser, les bons mots qui résonnent aussi avec ce que veut la cible. Oui. Oui, vraiment avec ce qu'elle veut dans la mesure où ce qu'on appelle le wording est hyper important. Je vais reprendre le cas de la reconversion. Et c'est mon propre cas. Pendant longtemps, j'ai voulu que les gens ils créent un business. Ils ne voulaient absolument pas ça, ils s'en foutaient complètement. Ils disaient mais non, je veux pas de start-up, etc., etc. Et en fait, en discutant davantage avec eux, ce que j'ai appris, c'est que ce qu'ils disaient, c'était vouloir être indépendant. Ce qui revient finalement à avoir un Créer un- business, ouais. à créer un business. Mais c'est pas la même chose pour Si eux. tu dis à un graphiste comment va ton business, Ouais. il Il te dit bah non, je sais pas. pas de, J'ai je pas sais de pas. business, je suis freelance. Donc si, t'as un business. Mais non, c'est pas Ouais. la même chose. Donc pour faire ça, c'est quoi les hacks? Tu parles à ta cible? Ouais. T'as d'autres Ouais, de toute trucs? façon, bah, il n'y a pas le. La Comment dire? Il n'y a pas de truc magique, il n'y a pas de secret ou quoi que ce soit. C'est comme dans. Il faut comprendre qu'en fait, on est en relation avec notre cible. Et dans une relation, il faut de la communication. Ouais. Une relation qui fonctionne sur le long terme, c'est une relation avec des communications saines, des conversations difficiles, des mots qu'il faut choisir, pas de secret, pas de tabou ou quoi que ce soit. Et pour ça, il faut aller lui parler. Donc, une fois que ce travail-là est fait, Oui. toi, tu as accompagné des centaines de clients, notamment les clients du Mastermind Fast and Slow chez KP. Ouais. C'est quoi le feu vert pour dire c'est bon, le travail suffisant est fait pour envoyer maintenant de la grosse pub, le funnel et compagnie pour scaler tout ça? Je vais peut-être faire un schéma, ce sera peut-être plus simple. Ouais, vas-y. Alors, on a dit justement que le point 1, c'est de trouver le bon message. C'est-à-dire, en gros, ce qui sera en filigrane derrière comment dire, les éléments, ce qu'on verra après justement, quels éléments on va mettre en place pour Ok, justement derrière scaler. tout le marketing. Ouais. Ok. Une fois qu'on a ça, pour le valider, il faut le faire valider auprès de la cible. Et là, on revient au fait d'aller leur parler. Ok. Parce que en tant que dans le marketing, il faut passer l'épreuve du réel. C'est là où il y a une forme de science du marketing, dans la mesure où il n'y a presque que des hypothèses qu'on va passer à l'épreuve du réel pour voir si elles sont vraies, fausses, ce qu'il faut améliorer, ce qu'il ne faut pas améliorer, etc. Ok. Une fois que tu as ça, une fois que tu as ton message, il faut que tu aies ton product market fit. Ouais. Et pareil, c'est en lien avec ta cible. Donc ça veut dire que si tu fais déjà des ventes, a priori tu l'as. Ouais. Si quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui fait déjà 5 000 € par mois, 10 000 avec sa boîte, Ouais, c'est bon. Ça, c'est bon. Mais il faut vraiment prendre. Ouais. Le but, c'est que les clients aient le plus de résultats rapidement possible. Ouais. C'est pour ça qu'on fait vraiment pas mal de préparation. Sinon, on dirait oui, vas-y, t'inquiète. Ouais. Ok. Si, t'inquiète. Et en fait, non, ça ne marchera pas comme ça. Ok. Une fois qu'on a fait ça, nous, ce qu'on veut, je vais prendre une autre couleur, c'est le propulser pour que ce soit vu par plus de personnes. Vraiment, parce qu'à un moment, c'est juste une question de volume. Hein. C'est comme le mec on dit, qu'est-ce qu'il a? Il arrive toujours à pécho en boîte. Oui, il s'est juste pris, il a demandé à 100 personnes, il s'est pris 90 vents. Il y en a 10 qui ont dit, ouais, pourquoi pas. On a dit, ouais, quel tombeur. Non, pas du tout. C'est juste du volume. La pub, c'est pareil, quoi. Bah oui, on envoie du volume. Ouais. Et donc, en 3, nous, ce qu'on met en place, on appelle ça une V.
pour Educational Vidéo. Le but de cette EV, c'est ta cible passe plus de temps avec toi. C'est comme quand tu prends la route pour aller à ton boulot, il y a une boulangerie que tu n'as jamais vue, tu passes 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. À un moment, tu dis, oh, moi, j'allais me chercher un sandwich. Ou j'ai acheté un pain au chocolat, ou chocolatine. Ça dépend, on va pas entrer dans le débat. C'est quoi exactement l'educational vidéo, Ouais. notamment par rapport à une VSL ou un truc Ouais. comme ça? En fait, la différence, je vais prendre une autre couleur. La différence, elle est vraiment là-dedans. C'est que, je vais mettre un petit A, c'est full valeur, plus plus, au sens où cette vidéo pourrait se suffire à elle-même. Ok. Dans la mesure où une personne qui est, on se met à la place de la cible, elle est bombardée de partout autour de personnes qui veulent leur proposer quelque chose ou quoi que ce soit, notamment des panneaux photovoltaïques ou quoi que ce soit. Elle a besoin de valeur pour faire confiance. Et c'est ce qu'on veut dans cette vidéo aussi. On veut que la personne, elle se dise « Ah ouais, j'ai bien fait de cliquer ». La deuxième chose, c'est aussi transformer, alors ça va peut-être un peu grandiloquent, mais je vais un peu entrer dans les détails, c'est transformer son monde. Alors évidemment, oui, ce que je disais, c'est que c'est un peu trop grandiloquent, c'est que la cible est dans un certain statu quo mental qui fait qu'elle a la vie qu'elle a les décisions qu'elle a la perception du monde qu'elle a, etc., etc. Et il faut, en l'éduquant à notre méthode, à notre vision du monde, finalement, c'est qu'on partage notre monde. Si je prends toujours le cas de la reconversion qui serait un peu notre fil rouge parce que c'est plus simple. Ouais. Quelqu'un qui est salarié, il a un monde de l'effet que ça fait d'être salarié. Ce qui fait que s'il veut se reconvertir dans son monde, à lui, il ne sait pas, il n'a pas idée d'être capable de faire autre chose que ce qu'il fait depuis plusieurs années et de autre chose que ce que son diplôme lui permet de faire. Ouais. Et donc, il faut l'éduquer à un autre monde possible. Au fait que ce qu'il sait faire maintenant, c'est juste une partie de ce qu'il peut apprendre au fur et à mesure du temps. Ça, du coup, pour peut-être préciser, ce qui est intéressant là, dans ce que tu dis, Mhm. c'est que du coup, dans ton educational vidéo ici, en l'occurrence, tu lui dirais pas, voilà les templates de messages, de prospection pour trouver des clients, etc. Non, ça lui servira à rien. Tu lui dirais plutôt, tu serais plutôt au niveau d'avant, Ouais. de créer la croyance qu'il est capable de changer de voie, etc., en Ouais. lui montrant un pan de la réalité que lui, il n'a pas encore vu jusqu'alors. C'est ça. C'est vraiment, parce que c'est peut-être ça aussi le plus important, c'est se sentir compris. Tu peux donner un remède à quelqu'un, s'il ne sait pas qu'il est malade et à quel point il est malade, à quel point ça peut changer sa vie, il ne le prendra pas. On sait tous qu'il faut dormir 8 heures, manger 5 fruits et légumes par jour, faire du sport régulièrement, etc. Ça suffit à être en bonne santé. Tu peux amener le cheval à l'abreuvoir, tu peux pas le forcer à boire. Oui, c'est ça. Trop bien. C'est quoi les bénéfices d'avoir une educational vidéo par rapport à d'autres trucs qui existent? On va s'arrêter un peu plus là-dessus. Les bénéfices, c'est que, alors ça va faire un peu paraître trop beau pour être vrai, mais une fois que c'est fait, tu peux être tranquille plusieurs années. Donc ta vidéo tourne, tu la refais pas toutes les semaines, quoi. Non. Ta vidéo tourne pendant que Tu la rôdes un peu au début, j'imagine. C'est ça. Tu fais quelques versions et après. Ouais. Mais tu peux être tranquille pendant au moins 3 ans. Ok. Ce qui est déjà un gain de temps formidable, ce qui te permet de te consacrer sur d'autres choses. L'autre, c'est que ça convertit mieux. Dans la mesure où, par rapport au marché actuel, il y a une crise de la méfiance, une crise de la confiance. Les gens le marché est sophistiqué, il se sophistique. Et donc, on ne peut plus faire comme on faisait même en 2020, 2021, 2022, etc. Si on veut vraiment scaler, propulser son business, il faut, ce que j'avais écrit ici, il faut que la cible passe du temps avec nous pour qu'on soit vraiment son évidence.
Donc une VSL de 5 minutes ne fonctionne pas. Là, on est sur quelque chose de plus long. Oui, ouais, là on est sur du 45 minutes, 1 heure. Ouais, donc faut savoir quand même l'ingénierie de ce Ouais. truc-là. L'autre bénéfice, c'est que c'est parfait pour tout ce qui est de l'accompagnement. Les coachs, les thérapeutes, les formateurs, etc. Parce qu'il y a un côté... déjà, les personnes qui font ce métier-ci ont déjà un amour du partage, un amour de l'enseignement, qui sont souvent habités par ce qu'ils font. Et il y a ce besoin chez eux aussi de diffuser ce message, du coup. Ce qui est un peu leur why, finalement. Ouais. Et pour tous ces business-là, toutes ces personnes qui sont au contact de l'humain, c'est là où il y a de plus en plus, enfin de moins en moins justement, de confiance, et donc il faut de plus en plus passer de temps avec eux. Et c'est vraiment parfait dans la mesure où il y a déjà cette sensation d'avoir fait le premier pas en apportant déjà de la valeur. C'est fluide, c'est pas agressif, pas besoin de promo, de Ouais. hardcore, ou clique ici sinon ta vie va être nulle à chier ou quoi que ce soit. Ouais, il n'y a pas d'urgence énorme. Enfin, en tout cas, il n'y a pas de mécanismes agressifs qu'on peut voir qui peuvent être contre nature pour des pros de l'accompagnement Ouais. qui sont plus portés par l'amour de leur message. Mhm. Génial. Donc là, on a le système éducatif, le message qui est en place, message qui va pouvoir être réutilisé dans les pubs. Et du coup, effectivement, une fois qu'on a tout ça, on propulse tout ça avec les pubs. Ouais. Ok, et bah tout ça, on va le voir juste après avec un autre membre de l'équipe. Le message a été validé, la vidéo éducative est prête. Maintenant, il est temps d'envoyer du trafic là-dedans, des ads. Et donc, on est avec Sébastien qui gère le marketing chez Coleman Publishing et qui conseille également les clients, avec qui on va voir tout ça. Exact. Alors, qu'est-ce qu'il faut, Seb, pour pouvoir lancer ces ads? C'est quoi les prérequis? Ok, première chose, une fois que vous avez donc effectué votre V, c'est de vous dire quel message principal vous avez dans le V. Là, vous l'avez identifié, vous avez votre avatar cible, vous avez votre message. Et maintenant, l'idée, c'est de se dire comment je vais pour amener du trafic dans mon tunnel. Donc, pour faire des ads, on va réfléchir à deux choses. La première chose, c'est, en fonction de la plateforme que vous avez choisie, donc on part d'un principe que c'est Meta Ads ici, c'est de se dire, OK, à quel niveau de conscience est mon prospect aujourd'hui? Donc, j'explique très simplement. Si vous êtes un coach sportif et que vous accompagnez des jeunes mamans à perdre du poids, par exemple, il faut vous dire, OK, la jeune maman, qu'est-ce qu'elle a dans son discours interne aujourd'hui? Quel mot va faire qu'elle va s'arrêter sur ma publicité? Quelle situation du quotidien va faire qu'elle va s'arrêter sur ma publicité? Et donc pour ça, on va reprendre tout le travail de l'avatar qu'on a dû faire, de lever, etc. Et on va se dire, je vais structurer 5-6 publicités avec, je prends le stylo, Yes, vas-y. donc on a dit les ads. On connaît notre avatar, on a forcément notre offre, on l'a en tête. Quand je parle d'offre, je parle aussi ou surtout d'offre gratuite, qui est notre EV, qui est notre lead magnet, comme je pense vous connaissez. Et on se dit à travers ça, comment on fait pour créer une publicité? On va respecter la structure basique, qui est le hook, ce qu'on appelle l'accroche de notre publicité. Et donc ce hook doit être très rapide, durant entre 3 et 10 secondes grand maximum. Et on va faire dans ce hook deux choses. Première chose, c'est ce qu'on appelle un appel à l'avatar. L'appel à l'avatar va nous permettre de pouvoir cibler exactement le profil qu'on veut. Nous, on veut des prospects qui sont qualifiés. Donc, on veut deux choses, c'est attirer le profil qu'on a envie d'avoir en appel et de repousser ce qu'on ne veut pas. Et donc là, par exemple, vous êtes dans la région d'Orléans, vous voulez perdre du poids, vous remettre en forme. Exactement, exactement. Et la deuxième chose qu'on va faire, c'est cibler le problème qu'on résout. Donc, effectivement, comme Baptiste l'a très bien dit, on va aller parler concrètement, qu'est-ce qu'on propose à cet avatar-là. Okay, donc, cibler le problème. Une fois qu'on a fait ça, on va aller continuer sur ce qu'on appelle le body. Pardonnez-moi. Le body, qu'est-ce que c'est? Ça va être simplement d'enfoncer le clou, de concrètement appuyer un petit peu sur le problème, faire imaginer un petit peu aussi une situation rêvée, etc. Bref, faire le pont avec nous, notre offre gratuite qui est notre V. Donc, de dire, voilà, vous avez tel problème, etc. Dans votre quotidien, ça vous cause X, Y, Z. J'ai pour vous la solution. C'est à peu près ça qu'on doit dire dans notre publicité. Okay, une fois que vous avez le body, on passe au CTA, au call to action. Et bien là, c'est simplement de guider le prospect vers la prochaine étape. Et la prochaine étape, c'est de vendre notre lead magnet. Ouais. Notre V. Donc là, 2 points hyper importants que je souligne que tu as dit, c'est la vidéo éducative, c'est vraiment la voir comme une offre à part entière. L'offre gratuite. En fait, il faut vraiment vendre, même si c'est du gratuit, vendre le bénéfice d'aller la voir. Et la deuxième, c'est que l'appel à l'action, il est là pour vendre le clic vers la prochaine étape du funnel. Il n'est pas là pour vendre le produit. Donc ça sert à rien dans la pub de dire
notre accompagnement est ci et ça et là, Absolument. parce que en fait, c'est hors sujet. C'est comme si dans un Exactement. premier date, tu parles de où est-ce que tu veux habiter, les enfants et le mariage. Tu as tout compris. Si C'est tu trop fais tôt. ça, bah, tu te fais ghoster. Eh bien, c'est pareil pour tes prospects. Si dans la publicité, tu vends tout de suite trop vite quelque chose qui leur Trop fait loin. peur, exactement, en fait, bah, Ouais. ils vont juste se braquer et pas venir chez toi. Il faut faire par petits pas. Et donc, le petit pas ici, quand on est dans notre publicité, c'est de vendre, première chose, l'offre gratuite qui est notre EV. Donc là, on fait 5-6 ads Exactement. avec à peu près ça, des variantes. Exactement. En fait, en publicité, on vient pas tester des publicités, on vient tester des messages. Donc, Ouais. en fait, simplement, vous allez venir choisir 5 grands messages, 5 grands angles qui Ouais. vont parler à votre avatar. Donc, on peut jouer par exemple sur la douleur, on peut jouer sur une fausse croyance. Bref, on vient jouer sur 5-6, comment dire ça, 5-6 croyances, fausses croyances, problèmes, douleurs, bref, 5-6 choses qui parlent à votre avatar. Et une fois que vous avez trouvé vos 5-6 publicités, on passe, bien sûr, À au la tournage, exactement, à la diffusion. Quel budget faut prévoir pour pousser ces 5-6 pubs, pour Ouais. tester, pour quelqu'un qui vend une offre à étiquette à 2000 € par exemple? Moi, je conseille de commencer avec un. Alors, le grand minimum, c'est 20 € par jour. Ça, c'est vraiment le grand minimum. Ok. Mais l'idéal pour moi, c'est 40-50 € par jour quand on commence. Pendant combien de jours du coup? Alors, Pour faire un test ouais, généralement, on estime qu'on laisse dépenser le montant de notre accompagnement. Donc, si par exemple, tu Donc disais 2000. 2000 €, ouais, exactement, Ok. 2000 €, on laisse dépenser 2000 €. Bien entendu, il y a toute une analyse de créative à faire. Et je ne vais pas l'expliquer maintenant parce que ce Ouais, serait c'est- beaucoup trop long. ouais. Mais en tout cas, 2000 €. Et au bout des 2000 €, on regarde si on est rentable ou pas, qu'est-ce qu'on peut ajuster, corriger, améliorer, booster. En quoi c'est important de faire ce test-là? C'est important puisque la publicité, c'est pas magique. Ok, la publicité va vous permettre d'avoir du trafic qui est qualifié, ça va vous permettre d'avoir un trafic qu'on appelle, comment dire ça, Prévisible. prédictible, Ouais. merci beaucoup. Mais en fait, le fait de tester des messages, donc quand on crée une publicité, on va bien tester différents messages, on va les comprendre, quel message parle le mieux à notre avatar. Et on va venir aussi regarder comment notre tunnel convertit derrière. Et en fait, cette phase de test, elle est indispensable parce qu'elle va nous permettre de corriger les différents, on appelle bottlenecks, les différents petits problèmes Ouais, qu'on a ouais, dans ouais. le tunnel, de pouvoir les corriger et puis aussi de comprendre quel message parle le mieux à notre avatar et de venir pousser dessus derrière. Chez tes clients et les clients de Coleman Publishing en général, toi, de ce que tu observes, ça prend combien de temps à tester justement un funnel comme ça entre, voilà, on va tester le truc et c'est bon, là, on a un funnel qui marche sur lequel on va pouvoir dépenser et scaler. Ouais, c'est généralement minimum 30 jours. Ok. Vraiment minimum 30 jours. Et après, vraiment, ça dépend. C'est toujours pareil, c'est le montant que tu es prêt à dépenser. Ok. Tu as des clients qui me disent, écoute, moi, je vais commencer avec 30 € par jour. Ok, alors tu sais que tu vas prendre un peu plus de temps que si tu Ok. dépenses 100 € par jour. Plus tu dépenses vite, plus tu compresses la durée de Tu as test. tout compris exactement. Et toujours se dire en publicité que le montant que tu investis au départ, c'est un peu un montant que tu es prêt à perdre en réalité, un Ouais, peu comme la bourse, tu vois. Mais par contre, c'est important de ne pas faire les choses n'importe comment et de bien suivre un cadre qui va te permettre de minimiser les risques. C'est quoi les prédispositions, mindset, état d'esprit à avoir pour aborder ce sujet-là quand tu vas commencer à voir les petits moins 137 € sur ton compte Ouais, exactement. tous les 2 Les jours? moins 5, moins 7, moins 8 tous les jours. Alors là, il Ouais. faut se dire en fait que vous investissez dans votre business pour la croissance de votre entreprise et que l'argent que vous investissez là, déjà, premièrement, c'est de l'argent que vous êtes prêt à perdre, mais surtout, c'est ce qui va vous servir demain à pouvoir avoir un business qui est prévisible et que vous allez pouvoir faire croître, donc scaler. Et sans cette étape-là, en fait, c'est comme si vous n'aviez pas de fondation pour votre maison. Vous allez faire les choses à peu près, vous allez lancer des pubs, vous allez vouloir les couper au bout de 3 jours, ça n'a aucun sens. En fait, vous allez foncer droit dans le mur. Donc, respectez un cadre. Il y a les étapes par étape, pardonnez-moi. Une fois que vous avez réussi à avoir suffisamment de trafic, vous savez où est-ce que ça fonctionne, où est-ce que ça fonctionne pas. On corrige ce qui fonctionne pas, et Mhm. après derrière, on peut pousser plus vite. C'est quoi les indicateurs à regarder et les feux verts pour dire ok, là c'est bon, je peux pousser? Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce Ouais. que tu traques? Alors, la première chose qu'on va regarder, donc bien entendu, je ne parle pas de vente parce qu'à 30 jours, quand Ça on va. commence au départ, c'est un petit peu light, exactement. Ok. On va venir regarder, donc si on reprend un tunnel de vente, on va le séparer. Je suppose que vous connaissez tous le framework AIDA. Ouais. Attention, intérêt, désir, action. On va regarder, donc notre tunnel est composé de différentes étapes. On va avoir ici ce qu'on appelle la page de capture ou la page d'opt-in, je marquais PC. Ici, le prospect, en fait, va tomber sur cette page quand il va cliquer sur une publicité. Et donc ici, l'intérêt, c'est de récupérer l'adresse email, le prénom, éventuellement le numéro de téléphone. Derrière, il va être redirigé vers la page de visionnage de votre EV, ce que Simon vous expliquait juste avant. D'accord, donc ici, c'est la page d'EV, la page de visionnage de l'EV. Le prospect va consommer votre EV et derrière, on va lui dire prends rendez-vous avec moi pour qu'on discute. Et donc, vous avez ici une page où on prend
donc une page de calendrier où on prend rendez-vous. Et après, derrière, finalement, on a la page de confirmation d'appel qu'on appelle la thank you page avec un magnifique accent. Ok. Et donc, la base de ce tunnel, c'est d'analyser à chaque étape nos indicateurs de performance. Donc, ici, on a des visiteurs qui vont arriver sur cette page. Les visiteurs qui vont laisser leur adresse email vont arriver sur la page du visionnage de V. Ça va devenir pour nous des prospects, des leads. Et donc ça, c'est le premier indicateur qu'on peut voir dans Meta, Ok. qui va nous permettre de pouvoir suivre. Et donc, ce qu'on appelle le CPL, le coût par lead. Est-ce que mon coût par lead est correct ou pas par rapport à mon marché? Ensuite, on va regarder le nombre de personnes qui réservent un appel. Et ici, on va voir ce qu'on appelle le coût par call. Notre coût par appel réservé. C'est pareil, est-ce que je suis dans la cible par rapport à mon marché, par rapport à l'offre que je vends, à mon pricing, à différentes choses. Si on est en B2C, c'est un peu différent que du B2B, tu vois, donc il y a des indicateurs à avoir, il y a des ordres de subtilités, grandeur, mais exactement. En gros, toi, tu connais Exact, quel chiffre il faut cibler à c'est ça. chaque truc pour que ce soit bon. Exactement. Je sais que le client vient, dit je suis en B2B, j'adresse des tel type de marché, etc. Mon offre est à temps, je sais à peu près lui dire à combien il doit être Ouais. pour être dans le marché dans l'année. Ouais, donc évidemment, là, les chiffres, ça dépend de chaque niche. Donc, Exact. on ne peut pas faire une réponse universelle dans une Impossible. vidéo YouTube. Mais, Impossible. ça, c'est du Impossible. personnalisé. Exactement. Ok, Donc voilà, c'est une multitude d'indicateurs qu'on vient suivre étape par étape pour regarder si tout est cohérent. ok, Si je vois que j'ai un coût par call qui est incohérent, je vais venir regarder avant, qu'est-ce qui se Mm. passe, etc. ok. Et donc après, tu regardes le retour sur investissement de Exactement. pub. Ça, j'imagine que c'est un petit Un peu plus tard. un peu plus tard dans le process. Ce qu'on appelle le ROAS, Return on Ad Spend, ça je viens regarder plus tard. Au départ, quand on lance, bien entendu, on a, alors avec un peu de chance, bien sûr, on a des ventes. Très souvent, au départ, on n'a pas beaucoup de ventes ou voire pas de ventes qui tombent, mais c'est normal. Ok. Et donc, c'est pour ça qu'on va venir regarder l'indicateur qui est le plus proche de notre Donc, vente. le Et coût le coût par par call. appel, exactement. Ok. Donc, tu lances ta campagne de test. Dès que tu as un coût par appel qui est dans les standards Mhm. de la niche, tu dis, bon, bah là, la campagne, elle est performante. Mhm. On peut y aller. Exact. Là, ouais. Qu'est-ce qui se passe après pour un pro de l'accompagnement qui dit, bon, bah là, moi, je veux scaler. Alors, ce qu'on vient faire, donc effectivement, on va venir regarder, on va venir analyser notre publicité. On va regarder parce que vous avez testé, imaginons, 5 messages différents. Et on va Ouais. regarder quel message nous apporte un coût par call le plus cohérent possible. Ok, je ne parle pas forcément du plus bas, parce que ce n'est pas un bon indicateur de regarder un CPL ou un coût par call le plus bas, c'est le plus cohérent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire celui qui nous rapporte des leads qualifiés en Ok. appel. Ok, Les meilleurs appels, quoi. les meilleurs appels, des prospects qui sont prêts à passer à l'action avec vous maintenant, qui ont confiance en vous, etc. Et Si je vulgarise, ouais, tu as une campagne où tu as des coûts par call assez bas, mais par contre, dans les calls, c'est que des gens bizarres. mhm, Et dans l'autre, c'est un peu plus cher, mais par contre, c'est des gens qui sont totalement Exactement. pertinents, pile dans la cible et C'est tout. ça. Et là, c'est bon. c'est exactement ça. Imaginons qu'on a un coût par appel de 50 €, mais que derrière, on ait que des appels de personnes Voilà. qui ne sont pas qualifiées Enfin, qui sont hors de la cible. et qui sont hors de la cible, exactement. Voilà, qui sont simplement pas qualifiés pour nous. Alors que on a derrière des pubs qui nous rapportent des appels à 150 €. Dans ce cas-là, comme tu le disais, des prospects qui sont dans notre cible, qui On sont y va. prêts à être accompagnés, exactement. Et donc là, ce que je viens de faire, c'est je viens de faire une analyse sur mes publicités. Ok, quelle pub me rapporte les meilleurs appels? Ok. Ouais. Et donc, je vais venir couper toutes les pubs qui me rapportent les appels qui ne sont pas qualifiés, ce qui me rapporte beaucoup de no-show. Donc, des no-shows, ce sont des personnes qui ne se présentent pas en appel. Bref, tous les prospects qu'on dit un peu poubelle, je vais venir couper les publicités qui s'y rapportent et je vais venir faire des itérations sur les publicités qui vont apporter les meilleurs résultats. Ok. Voilà ce que je viens faire dans un second temps. Et donc, ce que je viens faire, c'est que je viens retester encore une fois le message. Et puis après, je peux venir augmenter petit à petit mon budget publicitaire. Si j'ai envie de le faire, si j'ai un retour sur investissement qui commence à être cohérent. Donc, généralement, on parle à court terme d'environ 2 voire 3. Okay, donc, je dépense 1 € en publicité, je gagne 2 ou 3 €. Ouais. Et après, je viens augmenter mon budget au fur et à mesure comme ça. À quel point, une fois que tu as mis la main sur quelque chose comme ça, c'est-à-dire une campagne qui a un ROAS à 3, par exemple, ça peut tout changer par la suite, dans ce que tu as vu dans la trajectoire, toi, de client. En fait, simplement, quand tu commences en publicité, imaginons que tu fasses 10 cas par mois Ouais. et que tu as un système, un tunnel qui fonctionne parfaitement bien, qui est prédictible, il te rapporte à 30 jours un ROAS de 3, comme tu le disais. La seule chose que tu as à faire, c'est de dépenser plus pour avoir plus de chiffre d'affaires. Parce que si ici, je gagne 10K, j'investis, pardonnez-moi, 1 000 € et derrière, je gagne 3 000 €, je me dis, si j'investis 2 000, je vais peut-être pas gagner 6 000, mais 5 000. Donc en fait, après, il n'y a plus de limite. Votre seule limite, ça va être votre capacité à pouvoir avoir confiance en vous sur le fait d'investir plus en publicité, de créer de nouvelles publicités et de vous assurer que continuellement, votre funnel convertit correctement. Donc, d'un point de vue marketing, une fois que ça c'est en place, augmenter la dépense permet d'augmenter le chiffre d'affaires.
il y a Exact. 2 problématiques qui vont arriver, parce qu'il ne va pas suffire, comme tu le dis, de bourriner le budget pour arriver à 100 000 d'un coup, Exact. parce que du coup, les pubs vont devenir un petit peu moins rentables, C'est ça. et parce que forcément, il va y avoir peut-être des sujets au niveau du pôle de livraison. Mhm. Mais c'est justement les 2 problématiques qu'on va voir juste après, en parlant du contenu organique et de la structuration de l'entreprise et du pôle de livraison. Merci Seb. Avec plaisir. Et Avec nous, on se plaisir. retrouve juste après pour la suite. Maintenant que les campagnes de pub sont en train de tourner, on va avoir un afflux de nouvelles personnes qui vont découvrir notre univers un petit peu en permanence. Et en fait, toutes ces personnes-là qui vont mettre leur mail, qui vont regarder la vidéo éducative, forcément, elles vont faire leur petite recherche. Qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont taper votre nom sur Internet, elles vont aller voir votre e-réputation, elles vont aller passer du temps avec vous sur vos contenus. Et donc, plus vous aurez un organique, c'est-à-dire des réseaux sociaux bien bossés, plus il va y avoir une efficacité parce que l'attention va être convertie en confiance plus facilement. Comment ça va se traduire pour votre entreprise? 2 paramètres. Le premier, c'est le coût des publicités qui va diminuer, parce que plus vous aurez une brand, une image de marque forte, plus les pubs coûteront peu cher, vous aurez des meilleurs prospects, et vous aurez aussi des gens qui vous découvrent avec l'organique et qui achètent directement. Globalement, il y a 2 manières de travailler votre organique. D'un côté, on peut avoir sur les réseaux sociaux de contenu court. Donc là, ça va être LinkedIn, Instagram, Facebook. Ici, l'objectif, ça va être de créer du contenu et de demander aux gens de lever la main. Donc ça va être assez classique. On va reprendre tous les piliers du message qui ont été faits pour produire l'éducationnel vidéo et on va en faire des contenus courts. Ces contenus, ils peuvent par exemple prendre des idées reçues qu'ont les personnes sur leurs problèmes. Exemple, croyance que pour perdre du poids, il faut faire énormément de cardio. Et vous allez expliquer en quoi c'est faux, en quoi voilà, vous allez placer votre méthodologie. Vous pouvez aussi prendre des cas clients que vous avez accompagnés, vous pouvez aussi faire du storytelling, raconter des histoires. Vous pouvez, il y a 1001 formats imaginables. Je ne vais pas entrer trop dans le détail ici pour pas non plus qu'on parte sur une masterclass création de contenu spécifique. Mais globalement, ça va être du contenu, on va dire, d'acquisition d'attention. Donc là, vous pouvez prendre vraiment les sujets les plus top funnel de votre niche. Donc par exemple, si vous êtes dans la perte de poids, c'est analyser les régimes de stars, par exemple. Ça va être je teste les nouveaux trucs à la mode de perte de poids. Ça va être donner votre avis sur un médicament de perte de poids qui fait fureur et qui pourtant n'est pas bon d'après votre méthode, etc. Ensuite, ça va être des contenus plutôt actionnables, valeurs sur votre expertise. Donc là, ça va être des astuces, etc. Et enfin, en bottom funnel, ça va être plutôt des contenus sur des cas clients que vous avez accompagnés. Là, on est en train plus de parler aux gens qui vous connaissent déjà, qui sont déjà en train de se renseigner sur potentiellement sauter le pas avec vous. Et donc, vous allez faire de la réassurance. Sur ces plateformes-là, l'avantage, c'est que le trafic, vous avez une audience avec laquelle vous pouvez discuter. Donc, vous pouvez avoir très bien des setters ou vous-même au début, c'est-à-dire que vous allez discuter en DM avec les personnes pour connecter avec elles, pour en savoir plus sur leurs problèmes, leur proposer des rendez-vous et donc convertir directement depuis vos réseaux sociaux. D'un autre côté, on peut aussi travailler l'autorité long terme sur YouTube. Ça, c'est pas du tout obligatoire au départ et la question se posera à partir de 100 000 € par mois, c'est no-brainer complet, mais en dessous, c'est pas obligatoire. Moi, c'est un canal que j'aime beaucoup, mais c'est pas un must-have non plus. Et donc sur YouTube, l'avantage, c'est que vous serez sur du temps long. Donc vous allez pouvoir créer de la vraie relation avec votre audience. Un prospect qui vient de YouTube, vous verrez que ça n'a rien à voir avec un prospect froid des ads parce qu'il aura déjà passé des heures avec vous. Donc ça, c'est super. YouTube va vous permettre du coup de générer un petit peu de lead, de générer surtout beaucoup de confiance et de créer une banque d'assets, de ressources que toute votre équipe sales va pouvoir utiliser pour créer de la relation avec les prospects, pour faire du suivi, etc. Donc voilà, donc sur YouTube, globalement, vous pouvez faire aussi trois niveaux. Top funnel, ici, on prend les sujets de référence dans votre niche. Si vous êtes dans la pâtisserie, ok, c'est quoi
les choses top of mind, les premières choses qui viennent en tête des gens dans la pâtisserie de vos prospects. Par exemple, si vous enseignez à des aspirants pâtissiers de qui ces gens sont fans, est-ce qu'ils sont fans de Cédric Grolet par exemple? Oui, et ben pourquoi pas, un pâtissier professionnel analyse les pâtisseries de Cédric Grolet. Pourquoi pas. Ensuite, donc middle funnel, ici on va être vraiment, donc hop, on va être plutôt sur vos, ce qu'on pourrait appeler des guides, des value assets. Globalement, c'est là où vous allez expliquer votre sauce secrète. Vous avez votre méthode propriétaire, en fait. Vous allez l'expliquer. Hop. Donc ça, typiquement, ça s'enverra très bien aussi à des prospects en DM par un closer. Et le bottom funnel, et ben ici, ça va être des études de cas, case studies, clients, où là, vous allez non pas faire un témoignage client traditionnel dans le sens j'ai suivi l'accompagnement de Brigitte et c'était super, mais plutôt raconter l'histoire d'une personne qui a vécu une transformation avec votre méthodologie. Donc par exemple, de mécanicien à pâtissier professionnel, la formidable histoire de Patrick. Voilà. Avec ça, vous avez de quoi déjà faire un écosystème de contenu. Vous n'avez pas besoin de surcomplexifier la chose. L'idée, c'est de trouver votre format à vous, votre format signature, la stratégie qui marche pour vous et de l'exécuter sans trop vous poser de questions. Et tout ça va rayonner sur tout le reste de votre activité. Maintenant qu'on a plein de prospects, on va voir comment faire pour traiter toute cette demande sans exploser. Et ça, on va le voir avec Félix, directeur des opérations chez Coleman Publishing. Tout le marketing est en place, il y a des rendez-vous de prospects qui tombent dans tous les sens. Maintenant, il y a 2 sujets qui arrivent. Le premier, c'est comment traiter cette demande en vente d'un point de vue sales, puisque au début, peut-être c'est vous qui vendez, mais au bout d'un moment, vous allez avoir envie probablement de déléguer cette partie-là. Et le second, c'est comment on va traiter ce flux de nouveaux clients qui entrent dans l'entreprise pour qu'ils soient satisfaits, qu'ils restent le plus longtemps possible, qu'ils rachètent, qu'il y ait une belle réputation d'entreprise. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec toi, Félix. Salut. Bon, problème de riche, hein, ça pleut des clients. c'est top. On arrive sur les bons problèmes. Voilà, exactement. Et c'est là qu'on appelle Félix. Yes. Quel est le déclencheur déjà de lancer des recrutements de sales et de structuration d'un pôle sales, donc de closer, de pôle de vente qui vont traiter la demande? Déjà, la tendance naturelle quand tu es coach, déjà, c'est de le faire soi-même au début. Ouais. Déjà, le temps d'avoir suffisamment d'appels, mais aussi l'expérience pour pouvoir la transmettre. Parce que si tu délègues trop tôt, tu n'es pas en capacité de finalement juger et former les sales. Donc, c'est vachement important. À mon avis, à partir du moment où tu commences à avoir, tu vois, à peu près, 10, 15 rendez-vous par semaine, Okay. ça vaut le coup de commencer à recruter. À t'y pencher. À t'y pencher. Parce que l'enjeu, c'est que ça te prend à la fois énormément de temps, mais aussi beaucoup d'énergie pour être au top sur les appels, pour aller challenger aussi en termes d'objection. Et tu vois, ce temps-là, tu peux le mettre d'abord avec tes clients, mais aussi dans l'acquisition et commencer à créer une vraie entreprise et faire croître ton activité. Tu vois. Okay. Donc, on commence par le pôle sales. Donc, si tu ne le délègues pas, ça va drainer ton énergie et tu ne pourras plus développer ton entreprise. Ouais, t'es capé, sans mauvais jeu de mots. Mais l'enjeu, c'est que tu peux potentiellement monter assez haut, et on en connaît qui font, par exemple, je sais pas, jusqu'à 100 000 par mois sans closer, mais en fait, ils vont tomber en burn-out quelques mois, années après. Tu vois. Ils se font 30 calls. On ne recommande pas. Ok. Ils se mangent du call, ils vont pas au resto avec leur famille. Tu connais la blague, je peux pas, j'ai Weeby. Là, c'est je peux pas, mais j'ai. J'ai closing quoi. J'ai closing donc tu vois. Donc on a dit, 10-15 appels. Ok. Appels par semaine. On peut commencer déjà à réfléchir à déléguer. C'est quoi pour toi les croyances qui empêchent de déléguer son pôle sales que tu vois chez les pros d'accompagnement? Il y en a pas mal. Déjà, le premier, c'est forcément, il sera moins bon. Je vais recruter quelqu'un, il va pas savoir. Alors là, je le dis d'une certaine façon, mais c'est un peu plus deep, tu vois. La personne peut se dire,
Ouais, elle va pas connaître l'offre aussi bien que moi, elle va pas savoir répondre, surtout si tu es dans des thématiques qui sont un peu Un techniques. peu technique, ouais. Où tu vois, je sais pas, dans l'investissement Ouais. ou dans l'immobilier ou je sais pas quoi, bah tu vois, le sales, il va pas être. Tu te dis, le sales, il va pas pouvoir faire ça à ma place parce qu'il a pas la compétence, tu vois. Donc, il y a ça, il va avoir des moins bons résultats. Et en fait, la réalité, c'est que oui, au début, quand tu vas recruter, tu peux pas t'attendre à avoir les mêmes résultats que le fondateur, où il y a sa tronche sur tous les réseaux sociaux partout. C'est normal que tu vas pas avoir les résultats. Mais à contrario, certes, au début, tu vas peut-être baisser, tu vois, tes taux de closing, etc. Mais en même temps, en fait, tu commences à rendre illimité le nombre d'appels que ton entreprise peut vendre. Parce que si ça repose que uniquement sur toi, cette croyance-là, elle t'empêche parce que peut-être qu'à 20 appels par semaine, 25, c'est terminé et tu peux pas faire. Alors que si tu dépasses cette croyance-là, tu vas avoir un sales, 2 sales, 3 sales, et en fait, tu peux monter très haut à partir de ça. Donc, c'est hyper important d'être à l'aise avec ça, tu vois. Donc, vaut mieux à 90% aussi bien fait, mais pas par toi, Bien sûr. que à 100% fait par toi. Exactement. Là, tu crées finalement une vraie entreprise, tu crées un système, tu crées une machine de vente, tu vois. C'est quoi les enjeux rapidement, sans entrer dans les micro-détails, parce que c'est pas forcément le sujet, mais pour structurer son pôle sales et commencer à recruter? Alors déjà, en termes de structure, je pense qu'il faut attention à ne pas faire peur, tu vois, avec les mots compliqués, etc. Au début, tu recrutes un sales. Donc voilà. C'est recruter une personne. Tu recrutes une personne. Donc l'enjeu, c'est bien de la recruter et surtout de profiter de ce premier recrutement pour, au final, construire les fondations de ce que tu dis, finalement, les systèmes, etc. Tu vois. Donc documenter ta manière à toi de vendre pour lui transmettre. Il y a plusieurs choses. Déjà, ton premier recrutement, c'est l'occasion d'avoir un début de process de recrutement, tu vois. Ensuite, d'onboarding. Ça, en général, quand on commence à recruter, moi je le vois, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'onboarding bien, etc. Donc les sales sont un peu livrés dans la nature sans avoir beaucoup d'infos. Et ensuite, le troisième système, c'est vraiment un système de formation plus management, tu vois. Donc en fait, tu rentres, ton premier sales, c'est aussi un peu un projet pilote pour construire vraiment les bases de ta boîte sur les 3 dimensions. Donc, tu n'as pas besoin en fait, de faire un perfect partout, non. direct. Tu y vas, tu commences à faire un premier process, à onboarder le gars, à lui donner les bonnes ressources. Ouais. Ce qui est hyper important dans les 3 piliers, c'est que tu ne repartes pas d'une page blanche à chaque fois. C'est-à-dire que déjà, tu réfléchis un peu à partir d'une page blanche, c'est quoi qu'est-ce que tu veux sur chacun des piliers, avec des étapes, et des infos un peu détaillées. Mais surtout, tu vas les écrire. Par exemple, moi, je recommande, tu te fais un school interne. Tu prends l'abonnement school, tu vois, à 10 balles ou 9 $. Voilà, à $9 maintenant. Et tu te fais en fait tes process en interne parce qu'à chaque fois, tu sais, comme les avions. Les avions, t'imagines que aujourd'hui, c'est le moyen de transport le plus safe, alors que je pense que c'était pas gagné. Tu vois, on voyait des trucs dans les airs, etc. tout ça. Et la raison pourquoi aujourd'hui c'est un des trucs les plus safe, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un problème, un crash, tu vois, on se dit non, c'est pas ok, on passe pas à autre chose, on va chercher la boîte noire, on va essayer de comprendre les bugs techniques qu'il y a eu. Et en fait, c'est ça, tu te mets tes process pour déjà pas qu'il y ait de crash lambda, tu vois, immédiat. Mais si tu as un crash, c'est-à-dire qu'il y a un problème, etc., tu vas pouvoir revenir dessus à chaque fois, changer les étapes, ajouter des trucs. Tu fais ton onboarding, par exemple sur la partie technique, tu as pensé à 2-3 trucs, après tu te rends compte, non, il a manqué ça, etc. Tout de suite, tu vas modifier ton process écrit pour que les prochaines fois, en fait, tu t'auto-améliores en continu, tu vois. D'ailleurs, les pilotes d'avion qui font 10 ans d'études, qui sont triés sur le volet et compagnie, ils ont des process type appuie sur Start pour démarrer l'avion, quoi. Exactement. Donc c'est important, même, tu prends l'exemple des pilotes d'avion, tu vois, il y a des procédures qui s'apprennent à l'école. Il faut que tu imagines qu'un jour,
En fait, il n'y avait pas la procédure qu'ils doivent manger un plat différent. Tu vois. Sauf que un jour, ils sont tous les deux tombés malades et l'avion s'est Ils ont tous les deux craché. pris poisson, Que- poulet. Exactement. Et on s'est dit, ah, peut-être que par mesure de sécurité, il faut qu'ils mangent quelque chose de différent. Tu vois. Et on va ajouter comme ça Ouais. à chaque fois. C'est itératif. Exactement. Donc, aussi peut-être pour pas faire trop peur sur ces trucs-là, dire que Ouais. en combien de temps ça prend d'avoir son premier sales à peu près OP pour toi, sans que ce soit le monde parfait, mais pour quelqu'un qui est en phase de scaling. Bon, allez, recrutement, onboarding. Un vrai recrutement, pas juste une story, recrute closer, Ouais, envoyez-moi bien sûr. un DM. Moi, je pense que les recrutements doivent être faits le plus rapidement possible. Ok. Mais ça va beaucoup challenger la personne, surtout au début de le faire. Donc, Hmm. en étant réaliste, on va dire peut-être 2-3 semaines au début, Ok. tu vois, en prenant en compte tu vois, la partie Tout ça, ouais. recrutement et l'onboarding. Aujourd'hui, nous, tu vois, on onboard en une semaine, tu vois. Ok. Mais c'est ça va cool. challenger parce que il faut que tu sois assez réactif dans les recrutements quand les gens remplissent Ouais. les infos, etc., pour les prendre en entretien et compagnie, tu vois. D'accord. Ok. Donc finalement, c'est quand même 2-3 semaines, ça reste assez rapide au final. Ouais, mais il faut quand même l'anticiper, tu vois, parce que en général, la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils recrutent quand Quand il y a c'est trop de calls. quand c'est la merde. Ouais. Et 2-3 semaines, déjà à continuer dans cette direction, souvent, c'est vraiment problématique. Mais en plus de ça, tu es en train de mettre en place des nouvelles choses au pire moment où toi, tu es déjà sous l'eau, etc. Donc, Hmm. ça peut vraiment faire un effet ciseau, tu vois, dans les deux Ouais. sens, ça pose problème. Du coup, à quel niveau ça change la tête du business et la vie du CEO de faire déjà ce premier recrutement-là? Alors, à quelle taille de business en termes de chiffre d'affaires? Là, on est sur, je sais pas, quelqu'un qui a 50 000 par mois, qui va vers les 100 000. Même avant, tu peux commencer à recruter ton premier sales, hein. Ok. Après, ça dépend vraiment, tu vois. Je parlais de 10-15 appels, ça va dépendre des maths du du prix. business, en fait, Mm. à combien tu vends, etc. Tout ça, Mm. ton taux de closing. Mais même un business qui est, tu vois, même des 20 000, si tu as quand même du flux et que tu es finalement en D'accord. croissance, tu peux déjà commencer à, Ok. tu vois, à recruter, quoi. C'est quoi le critère pour dire, ok, là c'est bon, en termes de performance du sales, pour dire, bah, maintenant, moi, je me concentre ailleurs et je suis bon. Déjà au début, ce qui est le plus problématique, c'est l'entre-deux. C'est-à-dire, tu vois, c'est bien, mais Bof. c'est bof. La zone grise. Et donc tu sais pas finalement si c'est comment dire, Oui ou non. si c'est un hell yes ou enfin tu vois ou c'est Ouais. ou un hell no. Quand c'est vraiment un oui ou un non, bah, tu le vois que ça se passe bien, etc. Mais toujours te demander, là on parle plus de formation et de management, mais la personne vient. À partir du moment où tu lui as set up les attentes, c'est-à-dire tu as communiqué et sous-communiqué ce que tu attends d'elle de manière précise. Si la personne comment dire, répond à ces exigences, déjà c'est un bon signe que ça soit la bonne personne, tu vois. Mm. Maintenant, tu vas avoir l'enjeu de la perf, qui est indépendamment aussi d'un savoir-être, de bien travailler avec toi, être bien avec les clients, répondre aux exigences, mais tu vas avoir une question de perf. Et là, ça peut vraiment dépendre de la cible, parce que tu vas avoir des cibles où c'est assez facile de déterminer et en 1 ou 2 semaines, en fait, tu peux voir si les performances sont bonnes. Quoique au début, tu n'as pas tant d'éléments que ça pour benchmark avec d'autres sales. Et tu as d'autres cibles où en fait, ça va être plus compliqué et en fait, tu as besoin plutôt de sales qui sont entre guillemets qui sont entre guillemets débutants et dans lesquels tu vas les former parce que c'est une cible particulière. Tu Ok, d'accord. vois. Donc ça va quand même dépendre. Donc là, le premier sales a été recruté, voire le 2 et 3 en dupliquant la méthode que tu as donnée. Tous les feux sont ouverts sur le pôle de vente pour absorber tout le trafic généré par le marketing et aller à 100 000 par mois. Sauf que du coup, il y a beaucoup de gens qui arrivent dans le produit. Comment est-ce qu'on va absorber ça en gardant un haut niveau de satisfaction client? Donc là, c'est encore un bon problème. Mais Ouais. c'est bien parce que tu vois, le business, à chaque fois que tu résous un problème, tu en as un nouveau. Ça engendre. Mais qui est de plus en plus cool. Ouais, enfin, de plus en plus cool, c'est-à-dire que c'est plus cool d'avoir des problèmes quand tu te payes que quand tu te payes pas, quoi. Donc maintenant, on a plein de clients. Ton closer, on a plein de clients. Ton sales, il défonce tout. C'est génial. Et tout, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tu dois commencer finalement à structurer ton produit
Au général, quand tu es coach au début, bah, tu commences vraiment en mode personnalisé, en mode souvent one-one, etc. Tout ça. Tu vas devoir finalement commencer à penser à un vrai programme d'accompagnement pour que ça puisse être scalable, parce que si bah, tu commences à faire que du one-one tout seul, etc., ça, c'est impossible, tu vois. À Harvard, ils font pas du one-one. Ouais, ça coûte plus cher à Harvard. Donc, tu dois faire donc un produit evergreen, c'est-à-dire un produit evergreen, c'est-à-dire un produit dans lequel tu n'as pas des lancements et des espèces de cohortes, mais un produit dans lequel sans cesse tu peux ramener de nouvelles personnes, Ouais. parce qu'avec un système stable d'acquisition comme on enseigne, bah, tu as envie de pouvoir les accueillir et surtout de faire des ventes en continu tout le temps, quoi. Oui, d'avoir des ventes qui tombent un petit peu tout le Exactement. long du mois et de pas jouer ton Donc, année. Pour construire ton produit evergreen, tu vas avoir plusieurs choses. Tu vas avoir déjà ta partie en ligne. Plus ta partie en ligne est bien faite sur la base des vrais problèmes des gens, c'est-à-dire pas des trucs que tu as pensé dans ta tête, mais l'expérience vraiment que tu as de tes sessions, tu vas pouvoir répondre à 80% des questions que les gens ont, se posent directement dans le programme, tu vois. Et en faisant ça, déjà, ça améliore l'efficacité, tu vois. Tu peux faire soit sous format vidéo, soit sous format, par exemple, texte, tu vois. L'idée, c'est que il faut que les gens dans ton programme aient accès aux informations qui soient actionnables le plus rapidement possible. Ouais. Plus ils ont des quick wins, plus ça fonctionne, ils ont des résultats, plus ils sont contents. Tu as de l'accompagnement. Donc, tu as cette partie-là. Après, tu vas penser ton delivery. Donc, ton delivery, par exemple, l'idée, nous, on recommande plutôt, tu vas te faire de l'accompagnement de groupe, parce que tu as plein d'avantages de l'accompagnement de groupe. Tu as plein de formats différents que tu peux faire. Tu peux faire des formats qui sont des formats ateliers. Des formats ateliers, c'est-à-dire que c'est des espèces de mini-webinaires, des espèces de masterclass où tu déroules un nouveau sujet, un nouveau thème, etc. Okay. Tu vois, ça a l'avantage que, en fait, que tu aies 1 ou 200 personnes, bah, ton atelier, atelier, ouais. il peut encaisser finalement énormément de volume, tu vois. Ouais. Donc ça, c'est génial, parce que tu es sur un modèle entre guillemets scalable, où tu vas pas te retrouver limité. Tu vas avoir le format plutôt Q&A, par exemple, où tu réponds vraiment aux questions des gens, tout ça, et compagnie, tu vois. Ouais. Là, c'est plus limité, mais c'est probablement hyper important pour résoudre les enjeux. Génial. Donc là, tu fais tes formats, tu passes en groupe. Bon, évidemment, il y a plein de subtilités qu'on va pas tout voir, dans le micro ici. On va peut-être se poser la question du recrutement de coach aussi. Bien sûr. Alors là, et c'est surtout, tu vois, par exemple, si tu es sur le format atelier, tu vas pouvoir peut-être tenir beaucoup plus longtemps, parce que en plus, ça apporte de la valeur aux gens, de te voir, etc. Tout ça. Mais sur le modèle de coaching, normalement, en ayant finalement délivré le maximum de ton savoir de la bonne manière via les cours en ligne, etc., tu vas pouvoir recruter des coachs, donc des coachs pour des coachings de groupe, par exemple, tu vois, des coachings de groupe, et ou, tu vois, donc des CSM, Customer Care, tu vois, Care, ouais. donc CSM, Coach Success Manager, tu vois, ou Customer Care. C'est la même chose. Voilà, qui vont, tu vois, être en capacité de réorienter les clients dans le programme, de répondre à un premier niveau de questions, etc. Et potentiellement, tu vois, des coachs pour animer les questions, par exemple le Q&A ou même les ateliers, tu vois. Si on récap là, à quoi ressemble l'équipe qui gère une boîte à 100K par mois d'accompagnement? Alors, ça peut être très variable, parce que c'est pas la même chose si tu fais 100K en visant les 300, par exemple. Oui. Tu vois, on en a dans le Oui, programme, tu vois, ou de faire 100K et d'être hyper content et en fait de se dire, tu vois, je maintiens, Voilà, etc. admettons quelqu'un qui sera en stationnaire autour de 100K, qui maintient, qui a un bon niveau de profit et qui est content ici. Ouais, tu vas avoir entre 1 et 2 sales, tu vois. Donc, sales. Des coachs, donc suivant comment structure ton programme, tu peux en avoir, tu vois, 1, 2,
voire 3. Enfin, là, ça va vraiment dépendre de ton offre, Ouais. à combien tu vends et de ce qui est délivré, tu vois. Des CSM, tu peux en avoir 1, 2, tu vois. Ok. Et chercher à avoir tu vois, une structure qui est assez lean quand même. La qualité, tu vois, avant la quantité. Ouais. Quel niveau de profit on peut viser réalistiquement quand on est structuré à 100K par mois, sans forcément être hyper structuré pour croître encore plus? Admettons qu'on ait 70% ads et 30% réseaux sociaux, organiques. Ok. Donc 70%. Donc on a dit 100K. Hors Ouais. taxe. Ouais. Hors taxe, ok. Donc il y a 70%, 70K qui vient de ads. Admettons que tu es en ROS de allez, 3,5 on va faire parce que pour c'est facile. Donc tu as 20 d'ads, tu vois. Ouais. Tu as 20 d'ads, tu as 10, tu vois, de sales. Peut-être que tu vas commencer après, pas tout de suite, mais tu vas commencer à avoir un head of sales sur ce niveau des 100K, tu vois. Tu vas Ok. peut-être rajouter, tu vois, donc 1-2%, tu vois. Ok. Allez, on va mettre 2. 12 là. Ok. Tu vas avoir différentes charges, etc. Tout ça, on peut raisonnablement penser, allez, que tu es à 54 profits, tu vois. Sachant que là, tu es structuré, t'es pas structuré pour aller plus à ce stade-là. Et donc, si tu veux aller plus, peut-être que la marge elle va diminuer. Ouais, tu vas Et plutôt. là, tu es avant ou après le salaire du CEO dans ce cas de figure? Moi, je compte toujours. Là, je compte avant, tu vois. D'accord. C'est ce que font la plupart des gens. Ouais. Voilà, tu vois. Donc après, oui, selon le... Enfin, on va pas entrer dans les détails, mais faire tout ce travail-là, toi, t'estimerais que ça prend combien de temps? Alors évidemment, ça va dépendre de chaque personne, mais Ouais. ça peut réalistiquement prendre combien de temps de structurer sa boîte de cette manière-là? En faisant aussi les efforts marketing, de genre de. À de partir passe- du moment où on appuie sur le bouton des pubs et qu'on a déjà un concept validé. Ça peut mettre. Ça dépend beaucoup de la vitesse d'exécution. Dans l'entrepreneuriat, la vitesse d'exécution, c'est une Ça- des choses les plus importantes. Si on devait faire une fourchette, Ouais, vers le on mec a des, blanc on et a, ou la on meuf. a des gens, on a des gens qui vont le faire peut-être, allez, en peut-être 3 mois les plus rapides, Ok. tu vois. Et peut-être les plus lents vont mettre, je sais pas, 9 mois peut-être, Pour faire le travail de tout le travail, structuration. etc. Tu vois. Voilà. Après, si tu te plantes 1 ou 2 fois sur les recrutements et tout ça, ça peut rajouter des mois rallonger. bonus. Voilà, c'est pour ça que c'est important de se faire accompagner par les bonnes Ouais. personnes. Évidemment, Là-dessus. on mettra les liens vers le mastermind Fast and Slow, parce que derrière tout ce qu'on voit là, c'est ce qui est fait dans C'est le travail qui est fait dans le mastermind. le mastermind. Ouais. Quand on arrive là, du coup, ça permet à l'entrepreneur de prendre sa vraie place de CEO. Merci Félix. Ok, maintenant que vous avez tout ça, vous vous en rendez bien compte, vous allez pouvoir prendre votre vraie place de CEO. La vraie place d'un CEO, c'est pas de traîner toute la journée dans l'opérationnel, c'est d'être capable de structurer des équipes, structurer des messages, structurer des campagnes et expliquer aux autres ce qui est important, ce qu'ils doivent faire, comment est-ce qu'ils doivent le faire. C'est ça foncièrement le scaling. Si vous voulez savoir comment on fait, vous cliquez dans le premier lien dans la description et moi je vous vois de l'autre côté. À plus.